Bonjour, je suis Ronan Le Goff, directeur de la Net Squad, et je vais vous proposer à J+15 de la campagne, des résultats de la campagne, de revenir sur la campagne numérique américaine. Alors pour commencer, des éléments de contexte, pour replonger un petit peu dans le bain. La campagne américaine a été une élection absolument hors norme, et la pandémie a totalement bouleversé la campagne. Pourquoi ? De mars à juin, la campagne est devenue entièrement virtuelle, pas de meeting en présentiel. Pendant cette période, le web, les réseaux sociaux et les SMS ont remplacé entièrement les meetings, les tractages et le porte-à-porte, à tel point que les journalistes ont appelé cette campagne la campagne invisible. Et puis les démocrates ont trouvé avec la pandémie le meilleur angle d'attaque pour fragiliser le président, qui était très très bas dans les sondages suite à la deuxième vague et encore plus bas suite à l'annonce de sa contamination. Alors le vote par correspondance a joué un rôle très important. Il faut savoir que 48 millions des Américains ont voté par courrier pour ne pas prendre de risques en se déplaçant au bureau de vote. Donc 48 millions, ça représente à peu près le tiers des votants. Et Trump jugeait frauduleux le vote par correspondance et a tout fait pour en réduire la portée. Et ça marque aussi un élément très important dans le cadre de cette campagne. Alors au niveau de l'ambiance générale, donc on peut dire qu'il y avait deux salles, deux ambiances. D'un côté, on avait les meetings surchauffés de Donald Trump, et de l'autre, la prudence de Joe Biden avec son respect de la distanciation physique. Pour les meetings toujours, dès la rentrée, à partir de septembre, les meetings ont repris, et Trump a lancé une série de meetings quasiment quotidiens qui étaient organisés sur des tarmacs d'aéroports, ce qui permettait à Air Force One de repartir au plus vite. Joe Biden, lui, a misé sur des micro-événements qui étaient diffusés en direct. Il a enchaîné des déplacements en train qui étaient ponctués de meetings, seul devant la caméra ou face à quelques militants qui étaient dans leur voiture, donc en mode driving. Je vous propose maintenant de revenir sur les forces en présence. Donald Trump est le maître de l'Internet depuis 4 ans. Il est parti donc avec une très grande longueur d'avance. C'est un usager boulimique des réseaux sociaux. Il publie des dizaines de tweets quotidiennement. Et il affronte un Joe Biden aux moyens extrêmement limités. Alors, sur la ligne de départ, Trump comptait 75 millions d'abonnés sur Twitter, alors que Biden en comptait un peu moins de 5 millions, 4,6. Même si son audience a doublé au cours de 6 mois, Biden était très distancé lors de l'élection, donc 11 millions de followers pour Biden à la fin de la campagne, contre 87 millions pour Trump. Donc un écart énormissime. Et puis, cet avantage numérique ne se retrouve pas que sur les réseaux. On le retrouve aussi au niveau du staff des équipes numériques. Biden ne comptait en avril dernier que 25 personnes au sein de son staff digital, alors que Trump en comptait une centaine. Le retard a depuis été comblé. À la fin de la campagne, Joe Biden comptait environ 200 personnes pour s'occuper de sa campagne en ligne. Mais en tout cas, voilà un écart important quand même, une très grande partie de la campagne. Alors, je vais revenir un peu sur ce dilemme des démocrates qui a marqué justement cette campagne 2020. Vous vous souvenez de 2008 ? 2008, ça marque le point de départ. Barack Obama avait misé vraiment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui venait tout juste d'être créé. Et il avait su s'entourer d'une équipe de jeunes geeks qui ont totalement réécrit et redéfini les règles de la communication politique. Alors dans cet élan d'enthousiasme, les observateurs et les journalistes parlaient même de la première élection Facebook, qui a joué un rôle prépondérant en 2008. Puis en 2016, tout change. La victoire de Donald Trump va mettre un terme à l'âge d'or de ces réseaux sociaux. Après cet optimisme naïf des années Obama, on découvre la face cachée, la face sombre des médias sociaux et de Facebook notamment, à travers des campagnes de désinformation qui font surface, l'intervention des trolls russes ou encore le scandale de Cambridge Analytica. Donc les réseaux sociaux en 2016 sont devenus le véhicule de la division, de la désinformation et parfois même de la haine, alors que 10 ans plus tôt, si on remontait en 2008, eh bien, les réseaux sociaux étaient plutôt synonymes de progrès sociaux et d'avancées démocratiques. En 2020, on s'est retrouvé face à un dilemme et les démocrates se sont retrouvés vraiment face à une grande interrogation. Ils étaient traumatisés par 2016 et ils n'ont pas su préparer la bataille du web. Ils n'étaient tout simplement pas prêts pour se battre face à Donald Trump et ses équipes. Alors, depuis les innovations des années Obama, ils ont totalement baissé la garde alors que le camp adverse investissait en masse dans l'analyse de la data et préparait sa guerre sur les réseaux sociaux.
Les démocrates se sont donc retrouvés face à un dilemme moral. Est-ce qu'il fallait, pour l'emporter en 2020, appliquer les méthodes qui ont fait le succès de Trump en 2016? En d'autres termes, fallait-il refuser la guerre technologique au motif qu'elle n'est pas éthique? C'est là qu'intervient Pacronym. Pacronym, c'est un super PAC, donc un comité d'action politique, qui est doté d'un fonds de 75 millions de dollars. Et ces fonds ont principalement été utilisés pour inonder les réseaux sociaux de publicité anti-Trump. Alors la figure centrale de cette jeune garde démocrate qui remue totalement le parti, il faut savoir qu'au sein de l'établissement démocrate, ça a créé beaucoup de discussions et de divergences. Eh bien, il y a Tara McGowan, qui est la fondatrice de Pacronym. C'est une ancienne journaliste de CBS qui est âgée de 33 ans. Et elle prend le contre-pied de ce que proposaient certains démocrates, à savoir qu'elle plaide pour que ces équipes utilisent les mêmes armes numériques que Trump pour mener une guerre culturelle et pour mener une guerre à armes égales. C'est-à-dire, on utilise massivement les datas, on utilise également les publicités micro-ciblées, et puis on peut créer, pourquoi pas, des médias démocrates pour pousser le discours et poursuivre l'agenda politique. Alors, Pacronym, 75 millions de dollars, a investi 10 millions de dollars dans des publicités digitales, par exemple pour contrer les attaques racistes et sexistes à l'encontre de Kamala Harris, qui était candidate à la vice-présidence. Un autre exemple intéressant, ils ont lancé aussi un groupe de presse régional qui est baptisé Courrier Newsroom, et ce site regroupe des sites de presse locale créés de toutes pièces. Alors les articles suivent l'agenda politique progressiste, et ils atteignent leur audience via des publicités qui sont achetées sur Facebook uniquement. Alors c'est très inspiré de Breitbart News, qui avait été lancé en 2016 par Steve Bannon, et ils ont repris exactement le même principe. Alors si on devait résumer la campagne de 2020, on peut considérer que c'est une campagne de contenu. C'est-à-dire que les conditions sanitaires ont obligé et ont poussé les équipes de campagne à faire preuve de créativité. Donc la production de vidéos, c'est vraiment le format qui s'est imposé dans cette campagne, et ça a représenté l'une des activités principales du candidat Biden. Il a même installé un studio d'enregistrement dans le sous-sol de sa maison du Delaware, où quotidiennement, quasiment, il prenait la parole et publiait des vidéos. Ils ont lancé une série de podcasts audio, Here's the Deal, ou encore une série de podcasts vidéo où Biden discute avec des personnalités démocrates. Alors, c'est un peu cruel, mais quand on regarde les audiences justement de ces vidéos, on réalise en fait que les contenus n'ont pas tant performé que ça, et la vidéo qui a le mieux fonctionné, c'est un entretien avec Barack Obama. Les démocrates ont aussi fait le pari du feel-good content, c'est-à-dire qu'ils ont proposé des contenus apaisés, positif, contrairement à Trump, qui joue sur ses forces, c'est-à-dire à travers un engagement sur des postes virulents, d'attaque à l'encontre de Joe Biden, Sleepy Joe, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc Biden, lui, au contraire, il mise sur des messages qui sont calmes, qui sont positifs, et ce pari du feel-good content a trouvé son apogée avec une vidéo assez émouvante, au cours de laquelle Biden informe Kamala Harris qu'elle sera sa vice-présidente. Donc une vidéo de quelques minutes qui fait un peu moins de 2 minutes et que vous pouvez retrouver sur ces pages. Le camp Biden ne fait pas toujours dans la nuance, il y a des contenus apaisés, mais ils ont utilisé aussi des procédés de Trump, c'est-à-dire l'utilisation de clips apocalyptiques avec des images un peu terribles, très anxiogènes. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est de dégrader l'image de Trump au sein d'un électorat indécis. Et on a pu voir sur les réseaux sociaux des équipes Biden ce type de clips circuler. Alors, ils sont même allés plus loin parfois et se sont lancés dans le merchandising. Vous avez peut-être suivi le débat entre Mike Pence et Kamala Harris. Donc, il y a une mouche qui, pendant le débat, s'est posée sur la chevelure de Mike Pence. Donc, la campagne Biden a répondu en vendant des produits dérivés, des t-shirts, mais surtout une tapette à mouches appelée Truth Over Flies. C'est un jeu de mots autour du slogan de Truth Over Lies. Et évidemment, le succès viral est assuré. Donc voilà, ils ont fait preuve de créativité et d'imagination dans le cadre de cette campagne. Ce qu'on peut retenir également, c'est que les SMS et les conversations virtuelles ont joué un rôle très important sur l'année 2020 et évidemment, on le comprend dans le cadre de pandémies et de conditions sanitaires. Alors les républicains, eux, ont repris massivement le porte-à-porte.
Il faut savoir qu'en août, par exemple, en une semaine, ils ont fait 1 million de porte-à-porte, donc ce qui est absolument considérable. Et la campagne de proximité du côté démocrate, elle est essentiellement passée au virtuel. Donc pas que sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le SMS qui, en 2020, a pris une très grande importance, notamment grâce au développement d'envois massifs de textos. Donc c'est la technologie du texting peer-to-peer. Alors, ça fonctionne très bien. Les taux de réponse aujourd'hui des SMS sont 36 fois plus performants que par email. Et puis, ça permet aussi, bien sûr, de récolter des numéros qui peuvent être utilisés pour les campagnes via des data brokers. Donc, le SMS a été énormément utilisé pour du fundraising, donc recueillir un maximum d'argent pour financer la campagne, et puis pour organiser les communautés, pour les mobiliser et pour faire campagne donc, sur le terrain. Une image que vous connaissez, Zoom, qu'on a beaucoup utilisé en 2020. Donc c'est pareil, des Zooms de quartier organisés, des petits meetings de mobilisation dans des gymnases ont été remplacés par des Zooms de quartier qui étaient promus sur Facebook ou Instagram. Beaucoup de conversations virtuelles. Donc la campagne de Biden a parié massivement sur ces conversations virtuelles en tête-à-tête avec des groupes d'électeurs spécifiques. Pour le seul mois d'août, il faut savoir que la campagne a organisé 2,6 millions de conversations avec des électeurs dans les swing states. Donc c'est une campagne, si on devait résumer, qui est low-tech, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plateformes de techno très développées qui ont été conçues, mais en revanche, ce n'est pas du tout une campagne low-cost, comme on pourrait l'imaginer, parce qu'ils ont dépensé des millions de dollars en envoi de SMS, en porte-à-porte virtuel, en conversation virtuelle ou en contenu. Mais derrière, à travers tout cela, tous ces dispositifs, il y a une machinerie gigantesque de data, et c'est aussi ce qu'on retiendra de cette campagne. Donc l'enjeu principal, c'est de convaincre les Annecy, non pas de choisir entre Trump et Biden, mais bien d'aller voter. Alors, si on s'intéresse aux militants et aux microdons, le pivot numérique fait que les rassemblements entre les militants se font en 2020 moins géographiquement que par identité. On a vu des pages émerger comme les Cubanos con Biden ou des expériences personnelles, les vétérans for Biden. Donc, ces communautés qui se regroupent sur les médias sociaux pour faire campagne, pour échanger des informations et pour soutenir les candidats. Donc, vraiment une segmentation sur les médias sociaux. Et puis Facebook, qui est aussi toujours très utilisé. C'est le groupe Facebook qui permet parfois d'être secret. C'est l'unité typique du militantisme grassroots dans la campagne de 2020. C'est-à-dire que les militants actifs, ils sont repérés sur ces groupes thématiques et sont ensuite invités sur des groupes officiels de chaque État où s'organise de façon un peu plus professionnelle la campagne. Donc une importance considérable de ces groupes Facebook. Le recrutement par SMS, donc beaucoup de militants ont été recrutés via SMS, on en parlait tout à l'heure, suite à leur inscription à des événements digitaux. Et si on devait retenir un chiffre, c'est le Parti démocrate de Floride qui a recruté 120 000 volontaires actifs qui ont passé 6 millions de coups de téléphone et envoyé plus de 4 millions de SMS. Donc la mobilisation à travers le SMS. Les campagnes américaines sont financées par des microdons. La campagne Biden mise avec un franc succès sur ces microdons pour financer la campagne. En septembre, ils ont battu un record historique. Ils ont levé 383 millions de dollars en l'espace d'un mois seulement. C'est-à-dire que sur la dernière ligne droite, et pour financer les postes sponsorisés, les équipes de Biden possédaient 432 millions de dollars pour faire la différence dans la dernière ligne droite. Alors ça, c'est un aspect qui est intéressant, tout ce qui est fundraising. Il faut savoir que 5,5 millions d'Américains ont participé. Ils ont donné à l'un des candidats pour une somme moyenne de 44 $. Mais bien évidemment, ce sont encore une fois les gros donateurs qui ont permis d'atteindre ce niveau record de dépenses pour les deux candidats. 11 milliards de dollars ont été prévus contre 6,3 milliards en 2008, donc x2 par rapport à 2008. Alors, je vais revenir sur les applications aussi, les applications des candidats. Là, il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine. Elles ont joué un rôle non négligeable dans cette élection. Le principal intérêt pour les campagnes, c'est qu'elles ne permettent pas seulement de diffuser des contenus, mais elles permettent surtout de collecter des quantités massives de données utilisateurs sans avoir besoin de s'appuyer sur les principales plateformes de médias sociaux ou de s'exposer à la surveillance et la modération de messages de désinformation politique. L'application de Trump, qui s'appelle Trump 2020, elle propose aux utilisateurs de mettre à disposition des données
leur nom, l'adresse, leur mail, leur code postal. Et puis, elle effectue également des demandes d'autorisation. Donc, on peut accéder aux données de localisation ou au contrôle de la fonction Bluetooth du smartphone, ce qui permet de faire du push et de s'adresser directement à des communautés en fonction de leur localisation et de pousser les bons contenus au bon moment et aux bonnes personnes. L'application de Joe Biden, qui s'appelle Team Joe, présente quelques similitudes avec l'application de Trump, mais sa proposition est très différente. C'est-à-dire que là où l'application de Trump a de nombreuses utilisations, de la diffusion de notifications personnalisées à la diffusion en direct de rassemblements, en passant par des sessions de formation où les applications mettent à disposition des kits à destination des militants ou des activistes numériques, l'app Team Joe est en grande partie conçue pour les militants de terrain avec un seul objectif, c'est le relationnel. C'est-à-dire qu'elle met en commun et en contact différentes personnes qui peuvent ouvrir leur carnet d'adresses et donner la possibilité de récupérer et d'aspirer un maximum de numéros de téléphone et de données pour ensuite pousser des contenus. Donc les applications ont eu un rôle très significatif sur la campagne numérique de 2020. Parlons un peu des jeux vidéo. Là, c'est pareil, c'est une grande nouveauté. Les candidats tentent par tous les moyens de convaincre les indécis de se rendre aux urnes. Et parmi ces indécis, les jeunes, qui votent traditionnellement relativement peu. Donc la campagne présidentielle a offert une importante matière aux éditeurs de jeux vidéo. Alors certains, par exemple, comme celui qu'on peut voir qui s'appelle Unpresidential, peut mettre en scène le duel de Donald Trump contre Joe Biden. Donc les deux candidats s'affrontent à base de coups spéciaux et de punchlines qui sont inspirés du premier débat télévisé entre les deux prétendants à la Maison-Blanche. Et puis, le jeu ça va un petit peu plus loin que le simple combat Street Fight, mais il se donne aussi la possibilité de faire découvrir les programmes politiques des deux candidats. Au total, il y a une dizaine de jeux qui ont été proposés. Il y a Fortnite également, via la création d'une aventure solo personnalisée donc par Joe Biden. Alors, il a créé une map qui s'appelle « Reconstruire avec Biden », l'un de ses slogans, et ça permet de mieux comprendre les éléments de son plan de relance économique. Alors, le joueur doit notamment aider à installer de nouvelles tours 5G pour permettre à chaque Américain d'accéder au haut débit, ou encore de faire fonctionner une usine automobile qui produit des véhicules électriques. Et puis enfin, Animal Crossing, 13 millions quand même d'utilisateurs. Donc l'équipe de Biden, c'est pareil, a créé et inauguré une île sur Animal Crossing, une île officielle, et ce jeu a connu un grand succès pendant le confinement. Donc les joueurs peuvent agrémenter leur construction de décors à l'effigie du candidat démocrate, ou encore visiter son QG virtuel ou obtenir des informations sur son programme. Alors Twitch également, très intéressant, où Alexandria Ocasio-Cortez a joué en direct et devant plus de 430 000 personnes à un jeu qui s'appelle Among Us. Elle a joué pendant plus de 3 heures sur Twitch. C'est une plateforme qui est massivement utilisée pour diffuser des parties de jeux vidéo. Et l'objectif, encore une fois, c'est de toucher, de mobiliser un électorat jeune. Donc elle a joué fin octobre, soit 2 semaines avant l'échéance et avant l'élection présidentielle américaine. Donc 430 000 personnes connectées, c'est relativement significatif. En matière de publicité politique, beaucoup de rebondissements parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la régulation des plateformes et elles étaient vraiment remises en question suite à 2016. Donc là, c'est pareil, beaucoup de nouveautés dans ce domaine. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une confusion totale sur les plateformes. Elles font l'objet d'une très large et très vive controverse dans la société depuis 2016 et depuis l'élection de Donald Trump. Donc les réseaux sociaux, soucieux de redorer leur réputation lors de la présidentielle 2020, ont déployé un arsenal de mesures sans précédent pour garantir l'intégrité du vote. Twitter, par exemple, a tout simplement banni les publicités politiques. Donc pas de publicité sur Twitter. Facebook, eux, ont interdit les publicités politiques 1 semaine avant le scrutin. Et Google et donc YouTube ont limité, eux, le micro-targeting pour les messages politiques. Donc des mesures qui sont prises, et c'est quelque chose qui est absolument nouveau, mais pas suffisant. Et on sait bien que ce qui est vraiment efficace, ce ne sont pas tant les publicités politiques, mais davantage les contenus organiques qui sont partagés sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas suffisamment bien modérés.
Donc malgré ces mesures prises par l'ensemble des plateformes, la campagne présidentielle a pourtant pulvérisé les records en matière de dépenses publicitaires. Donc c'est quand même plusieurs millions de dollars par jour hein, pour Donald Trump comme pour Joe Biden. Il dépense sans compter pour arroser de publicités ciblées sur les réseaux sociaux tous les électeurs indécis ou ceux qui hésitent à aller voter. Donc, les publicités des réseaux sociaux permettent de viser très directement des démographies particulières et donc d'adapter le message. La campagne Biden, par exemple, a diffusé plusieurs publicités qui visent spécifiquement les femmes ou des messages en espagnol à destination des communautés latino. Donald Trump a quant à lui publié des annonces à destination des retraités de Floride qui affirment que Joe Biden augmenterait leurs impôts. Donc on est sur vraiment une granularité et on va toucher très finement des communautés très ciblées. Alors le financement des publicités, il faut savoir que ces publicités officielles ne représentent qu'une partie des publicités politiques qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Donc d'importants montants ont été investis en ligne par les super PAC, ces comités d'action politique, qui sont autorisés à diffuser et à payer des publicités de manière totalement opaque. America First, par exemple, c'est un important super PAC pro-Trump, a ainsi diffusé pour 7 millions de dollars de publicité sur Google depuis le début de la campagne, ce qui représente 10% des dépenses de la campagne officielle de Donald Trump. Donc là, les PAC ont consacré des budgets énormissimes en matière de publicité. Et puis, si on regarde un petit peu la carte des États qui ont reçu le plus de publicité ciblée, ça recoupe bien évidemment et très largement celle des swing states. Hein, c'est là où se joue l'élection. Donc ce sont des États qui sont particulièrement disputés et dotés d'un très grand nombre d'électeurs, comme l'Arizona, la Floride, le Texas, la Pennsylvanie ou encore la Caroline du Nord. On a beaucoup parlé de fake news en 2020 et on en parle depuis 2016 d'ailleurs, mais les plateformes ne sont pas parvenues à mettre un terme à la désinformation. Donc, si elles ont déployé un arsenal de mesures sans précédent pour garantir l'intégrité du vote et puis blanchir leur réputation, eh bien les résultats ne sont pas là. Alors, il y a des armées de modérateurs qui étaient mobilisés pour contrôler le flot des informations, toujours très très abondant sur les plateformes. Malheureusement, ces modérateurs et les systèmes automatisés de Facebook n'arrivent pas à suivre le rythme et le volume des méthodes employées par les différents acteurs pour contourner les restrictions. Alors, Twitter, au lendemain de l'élection, le 4 novembre, alors que Donald Trump annonce sa victoire sur Twitter et déclare que les démocrates essaient de voler l'élection, le réseau est intervenu, le réseau social, il a signalé le tweet en mentionnant, vous le voyez ici, qu'il était trompeur. Donc il masque certains tweets du candidat républicain, ils le font énormément depuis d'ailleurs le 4 novembre, en le laissant néanmoins accessible, mais en précisant qu'ils sont mensongers, que le processus démocratique américain est en cours et que personne ne peut prétendre avoir déjà gagné. Donc ça c'est vraiment une nouveauté. Les GAFAM, les plateformes interviennent pour signaler. Facebook ne vont pas aussi loin, c'est-à-dire qu'ils laissent les publications visibles en précisant néanmoins en dessous une petite notification qui dit que le processus politique n'est pas terminé. Et puis parfois, ils adossent un lien qui renvoie vers le centre d'information sur les élections qui donne accès aux résultats officiels. Voilà. Donc en conclusion, si on devait résumer un petit peu cette campagne numérique, c'était compliqué en 20-30 minutes de donner un aperçu global. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, malgré sa défaite, le président sortant a recueilli un suffrage de plus de 73 millions d'habitants. Donc c'est énorme, c'est 10 millions de voix de plus qu'il y a 4 ans. Et c'est un record absolu pour un perdant. Alors aujourd'hui, Donald Trump n'a toujours pas concédé sa défaite auprès de son rival démocrate. Et il continue à agiter le spectre d'une fraude électorale. On a pu lire aussi dans Axios il y a quelques jours que Donald Trump envisage de créer un média pour concurrencer Fox News, qui a annoncé la victoire de Joe Biden un peu trop tôt au goût de Donald Trump. Donc ce média ne serait pas une chaîne câblée, mais ce serait un média qui serait entièrement numérique. Donc voilà, un modèle économique peu coûteux et qui permettrait à Donald Trump de parler directement à sa base, à savoir ces 73 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Donc on attend d'en savoir un petit peu plus à ce sujet.